Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Labimo Midi Libre 100% digital sur le thème mobilité du quotidien, logistique urbaine, quel rôle peut jouer l'immobilier? Alors pourquoi ce thème qui n'est pas forcément intuitif pour un Labimo? Quel est le lien entre mobilité et immobilier? Il y en a plein en fait, on va en parler pendant 1h15. Les mobilités bougent de façon visible avec le boom des vélos à assistance électrique, des trottinettes, des véhicules électriques et puis aussi plus discrètement peut-être avec l'explosion de livraison de colis à domicile, l'explosion des circuits courts. Donc sur ces enjeux, quel rôle concret peut jouer l'immobilier? Que proposent les élus, les promoteurs, les aménageurs publics et privés? Quelles innovations se déploient ici et aussi ailleurs dans d'autres métropoles, d'autres régions, à l'étranger? On va parler de tout ça dans ce Labimo Midi Libre. Pour en parler, donc, Maryse Faye, adjointe au maire de Montpellier, déléguée à l'urbanisme durable et à la maîtrise foncière. Bonjour, Madame Faye. Laurent Romanelli, président du groupe MEA, promoteur immobilier basé à Montpellier. Bonjour, Monsieur Romanelli. Olivier Tissot. Monsieur Tissot, vous avez plusieurs casquettes, mais là vous intervenez en tant que PDG de la start-up Trivia, qui est spécialisée dans la location de trottinettes électriques pour les entreprises et auprès de promoteurs. Trivia qui est accompagnée par le village Baïséa Languedoc à Montpellier. Vous êtes aussi donc PDG de Tispark, une société de gestion de parking, et co-gérant de la holding Tissot spécialisée dans la construction de bureaux. Et Jacques Vienne. Bonjour Monsieur Vienne, vous êtes directeur du pôle tertiaire et activités de GGL, du groupe GGL à Montpellier depuis 2 ans. À ce titre, entre autres, vous pourrez notamment nous apporter votre analyse en matière d'hôtels ou de pôles de logistique urbaine. Je rappelle que les débats, évidemment, sont visionnables sur le compte Facebook de Midi Libre ou sur midilibre.fr, disponible en replay. N'hésitez pas à le dire autour de vous. Chers amis internautes, n'hésitez pas à réagir, à commenter sur les réseaux sociaux avec le hashtag Labimo, tout simplement. En régie, est-ce qu'on pourrait peut-être projeter la première slide qui va parler à tout le monde ? Ou pas d'ailleurs, parce qu'elle est assez surprenante. À Utrecht, je ne sais pas comment on prononce, mais je crois que c'est Utrecht aux Pays-Bas, 12 500 places de vélo sous la gare ferroviaire. 12 500, ça peut paraître assez impressionnant puisque ce n'est pas la capitale des Pays-Bas, bien sûr, c'est la 4e ville si je ne m'abuse. Maryse Faye, peut-être, on va commencer avec vous si vous le voulez bien. On parle beaucoup de vélo, de plan vélo, de vélo bon pour la santé, bon pour l'épargne, bon pour la ponctualité. Il y a toute une série d'argumentaires qu'on peut voir fleurir là, dans les rues de Montpellier. Vous avez présenté les préconisations, les orientations du prochain PLUI climat, le 12 avril en conseil municipal. Il y a eu beaucoup de préconisations en matière d'urbanisme, mais aussi en matière de mobilité. Et ça peut intéresser, évidemment, ça intéresse directement aussi les acteurs de l'immobilier. Donc, quel est le lien, justement, entre mobilité et immobilier, et qu'est-ce que vous avez présenté le 12 avril qui va dans ce sens? Mais tout d'abord, merci de nous recevoir, élus et professionnels. Ça nous permettra d'échanger sur des bases communes sur lesquelles nous travaillons tous les jours. Et je trouve effectivement très intéressant d'avoir lié la problématique de l'immobilier et du rôle qu'il pouvait jouer au niveau justement des politiques de mobilité, parce qu'en fait c'est très lié. On le verra plus tard dans nos propos. À la fois la mobilité, à la fois la logistique, puisque ça intervient sur toutes les politiques que l'on mène, bien évidemment avec Michael Delafosse, maire de Montpellier, avec Julie Fraîche, bien évidemment, que vous avez vu plusieurs fois, passionné par sa compétence sur justement les mobilités et le transport, et également avec Manu Reynaud. Et moi-même, puisque je suis en charge de l'urbanisme, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ces politiques s'appliquent sur Montpellier particulièrement, mais dans d'autres villes européennes, on le verra effectivement. Mais Montpellier a quand même une caractéristique particulière, puisqu'on a à peu près chaque jour sur la métropole 140 véhicules qui rentrent ou qui sortent.
On a aussi 7000 véhicules qui sont en circulation libre sur les aires piétonnes. Donc la mobilité, c'est quelque chose d'important sur Montpellier. Et on a aussi la velléité d'essayer de battre Copenhague, qui est la capitale du vélo. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, en fait, c'est pas un fatalisme, la mobilité. Il ne faut pas la subir, il faut au contraire l'accompagner, et bien évidemment, avec des politiques affirmées. Alors, on ne pourra pas tout changer en un seul coup de baguette, mais ce que l'on veut à Montpellier, c'est une ville sobre, une ville inclusive, une ville qui est évolutive et résiliente, bien évidemment, et aussi une ville performante et innovante. Et c'est en ça qu'on a besoin de travailler avec les partenaires et les professionnels, à la fois de l'immobilier et aussi des modes de déplacement, comme vous avez été présenté tout à l'heure comme étant une start-up trottinette. C'est extraordinaire ça, parce que ça se développe effectivement beaucoup sur Montpellier et ailleurs. Alors au niveau des vélos, effectivement, pendant le conseil municipal, j'ai présenté tous les nouveaux paradigmes que la nouvelle municipalité compte mettre en place pour travailler justement sur le développement urbain de Montpellier, en particulier pour rééquilibrer cette ville sur l'ouest et sur le nord. Mais bien évidemment, l'écosystème vélo est un élément primordial dans l'organisation territoriale. C'est pour ça que c'est très intéressant l'objectif que vous avez eu, on en avait discuté ensemble, Monsieur Vialat, sur quel sujet peut-on traiter sur un salon de l'IMO. Eh ben, l'immobilier et la mobilité sont véritablement deux axes forts sur lesquels on peut travailler sur la santé, sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, sur l'environnement. Donc un pôle essentiel sur l'éclatement de ces innovations que l'on voudrait mettre en place. Alors sur le vélo, on travaille à deux échelles. L'échelle, on va dire, la plus privée, qui consiste à demander aux promoteurs, aux professionnels de l'immobilier, de travailler et nous accompagner. Parce qu'il ne suffit pas de faire des pistes cyclables, il faut également inciter les futurs cyclistes ou ceux qui n'osent pas s'y mettre à être en capacité d'utiliser le vélo facilement. Donc on demande aux promoteurs, et ça fait partie des éléments de nouveaux paradigmes sur l'aménagement urbain, et sur les permis de construire, c'est de faire des grands parkings à vélo qui ne sont plus au fin fond des garages, des parkings, qui sont accessibles, qui sont sécurisés avec une vue à l'extérieur, qui comportent tous les éléments nécessaires pour que le vélo ne soit pas volé et bien installé. Pourquoi pas essayer d'aller encore plus loin en mettant un petit atelier de réparation vélo, mais surtout qu'il soit de grande capacité pour qu'on puisse y mettre les vélos électriques, les cargos, les carrioles, puisque c'est aussi ça le mode de déplacement que l'on veut inciter à Montpellier. La deuxième échelle, c'est l'échelle un peu plus importante sur les parkings existants, parce qu'il ne suffit pas de pédaler, il faut aussi pouvoir stationner son véhicule. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de trouver une facilité en ville d'accès dans les parkings souterrains aujourd'hui, qui sont utilisés uniquement pour les voitures, mais pas que. Y mettre aussi des garages à vélo, des stationnements vélo, comme ça se fait aussi dans les pays du Nord, où on puisse trouver aussi tous les éléments pour recharger son vélo, sa batterie, éventuellement, pourquoi pas, mettre des casiers pour que le cycliste qui arrive puisse se changer avec un petit casier, comme dans les piscines, tout simplement. Ça facilite aussi l'usage du vélo. Donc vous voyez que l'objectif, c'est pas simplement de faire des pistes cyclables, c'est aussi de faciliter tout mode de déplacement avec le vélo. D'autre part, cette création de parking à vélo, on le fait aussi en particulier dans les axes, les nœuds multimodaux, où on peut, à la gare, au tramway, BHNS bientôt, trouver un stationnement pour son vélo et prendre le transport en commun gratuit, puisqu'à Montpellier, on a la velléité, d'ici la fin du mandat, d'offrir cette possibilité de voyager gratuitement dans tout Montpellier et la métropole. D'accord. Et ces parkings à vélo dans les résidences, enfin dans les futures résidences, enfin c'est dans les futures, c'est dans tous les programmes neufs, ou est-ce que ça peut s'appliquer, enfin est-ce que ça sera une mesure, enfin est-ce que ça sera obligatoire, ou est-ce que les promoteurs auront le choix, pour poser la question plus simplement? Alors je dirais qu'aujourd'hui, les promoteurs ont le choix parce que notre PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal climat, ne sera officiellement applicable qu'après toutes les procédures nécessaires, 2023. Donc 2023, vous avez raison. Donc d'ici là, 2023, en gros, c'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'un permis de construire soit déposé, délivré
est purgé de tout recours et ensuite livré. C'est à peu près 2 ans ou 3 ans. Donc si on attend 2023 pour appliquer nos paradigmes actuels, eh bien, on sera en retard en 2023. Donc notre possibilité aujourd'hui, c'est de faire la pédagogie avec les promoteurs qui sont autour de moi, par exemple, et de leur dire commençons à appliquer nos paradigmes aujourd'hui pour qu'en 2023, on soit déjà dans l'excellence et dans la possibilité, justement, d'être en concurrence avec des grandes capitales de vélo et d'être tous sur son vélo. Alors, ce parking à vélo aux Pays-Bas, évidemment, j'ai pris volontairement un exemple extrême, 12 500 places, ça semble énorme. Évidemment, on n'en est pas là en Occitanie, mais qu'est-ce que ça vous inspire ? Et qu'est-ce qui est transférable là, dans ce type d'innovation Ce style de parking à vélo, on a commencé sous la Comédie, mais c'est un peu étroit. Donc notre objectif, dans un premier temps, c'est d'atteindre 1000 places de stationnement. Et ensuite, on verra comment on peut optimiser cette surface d'équipement pour vélo en ville, bien évidemment. Alors cette échelle, de grande échelle au niveau des parkings publics, a une ambition aussi, c'est de travailler sur la démarche, on va dire, environnementale et de décarboner, bien évidemment, tout le centre-ville en particulier. Donc on va commencer à mettre des parkings vélos dans les parkings qui sont aujourd'hui situés en centre-ville. À côté de la gare, par exemple. On prendra le TER A7, on pourra mettre son vélo dans le TER, on pourra éventuellement, quand on arrive à Montpellier, le déposer au parking et puis aller directement avec le tramway sur son lieu de travail. On peut passer à la slide suivante. Vous parliez de Copenhague. Il y avait une slide sur cette ville. Voilà, tout à fait. Capitale mondiale du vélo. Vous parliez de Copenhague. Qu'est-ce que vous inspire justement cet exemple en termes de mobilité ? Et est-ce que ça colle aux objectifs Est-ce que ça fait écho aux objectifs que vous vous fixez ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été à Copenhague. Moi, j'y ai été et j'avoue que j'ai été espantée, comme on dit ici. Quand vous voyez une piste express qui est accompagnée par, sur le bord de la piste cyclable, de lumières qui sont disposées de telle façon que quand elle passe au rouge, c'est que vous avez été un peu trop vite. Quand elle passe au vert, ça veut dire que vous êtes à 20 km/h et que tout le long du trajet de cette voie express, vous ne vous arrêtez jamais. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que l'on va faire à Montpellier, mais pourquoi pas. L'autre principe sur Copenhague, c'est aussi d'avoir des accompagnements de soutien matériel, comme par exemple, quand on est à un feu rouge, on peut mettre son pied sur un support qui permet d'éviter de poser le pied par terre et de pouvoir redémarrer très vite. Ce sont des accessoires qui sont, on va dire, un peu gadgets, mais qui facilitent tellement l'usage du vélo que pourquoi pas le faire à Montpellier aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'on jalouse un peu Copenhague. Messieurs, en réaction, est-ce que vous avez déjà des initiatives qui vont en ce sens concrètement ou dans des futurs projets en étant le plus concret possible, quoi. Et puis en disant aussi si ça vous va pas, parce que ça peut aussi, vous pouvez trouver ça trop contraignant. Allons-y, on peut tous dire, personne ne nous regarde. On est très attentif et très positif sur cette démarche volontaire de multimodalité axée sur le vélo, parce qu'on voyait vraiment cette multimodalité avec le tramway qui va commencer à être développé. Mais effectivement, le vélo, c'est quelque chose que nous et mes collaborateurs pratiquons depuis 10 ans. Mais effectivement, il y avait certains endroits de la ville ou en dehors de la ville qu'on n'arrivait pas à pratiquer. Et on voit vraiment, et on salue cet effort-là, de pouvoir de plus en plus, entre guillemets, pratiquer le vélo. Donc de ce point de vue-là, on est vraiment en phase avec la politique actuelle de la ville de Montpellier et de la métropole. Sur les projets imminents qui anticipent ce principe, j'en citerai 2 rapidement. Le premier qui est au niveau de l'EAI, parce que l'EAI c'était un laboratoire intéressant, parce que c'était la première ZAC où on mettait en œuvre ce qu'on appelle SAMCité. Donc SAMCité, entre guillemets, c'est un dispositif qui permet justement de connecter, entre guillemets, tous ces transports alternatifs, de privilégier des locaux vélos plus importants, surveiller aussi, parce qu'un local vélo, souvent, on ne met pas son vélo dans le local vélo parce qu'on a peur de se le faire voler. En tout cas, un ensemble, entre guillemets, de principes à respecter qui permettent de faciliter la multimodalité. Donc ça, c'est sur l'EAI, qui est un projet qui est parti.
Le second projet qui est très très intéressant et qui va aller encore plus en avant sur cette démarche, c'est le projet qu'on réalise en co-conception, en co-équipe avec l'ASA 3M et le maire de Latte, sur lequel, sur Aude à la mer, on conçoit à l'échelle d'un quartier une mixité d'usage. Parce que le vélo, c'est bien, mais entre guillemets, on peut même aller travailler à pied si son travail se trouve pas loin de chez soi. Donc, on travaille sur la mixité d'usage pour ne pas avoir à prendre la voiture, ça c'est la première chose. On travaille sur la facilité, sur la facilité d'usage du vélo, du parking foisonné et de la conciergerie électronique qui permet justement de se faire livrer sur place un certain nombre de choses et pourquoi pas la déployer sur la façon, sur le vestiaire électronique. On n'y a pas pensé, mais c'est quelque chose qui pourrait très facilement s'adapter. Donc sur ce projet-là, concrètement, on a mutualisé à l'échelle de l'îlot l'ensemble des parkings vélos sur une sorte de local vélo en rez-de-chaussée qui est grillagé, avec des caméras, avec un badge d'accès, de façon à ce que le vélo soit sécurisé, surtout facilement connectable à la piste cyclable qui est juste devant. Donc, entre guillemets, on imagine qu'un habitant ou quelqu'un qui va travailler dans les bureaux ou les commerces de ce quartier-là aura le choix de prendre son vélo, de prendre le tramway. Éventuellement, il n'a pas le choix, il a un invité, il prend la voiture, mais il mutualise, donc ça évite d'avoir trop de places de parking inutilisées. Donc ça, c'est vraiment un cas concret, un exemple de ce qui se passe et de ce qui va se passer à court terme. Programme à venir pour 2023 ou 2024. Pour 2023-2024, on est en co-construction. Voilà. Concrètement, c'est en... Excusez-moi pour cette référence, mais c'est en face du McDo, de l'hypermarché Carrefour Grand Sud, Latte. Je crois que c'est ça, c'est de l'autre côté de la route. Exactement. Très précisément. Exactement. Voilà. Et c'est en copromotion, vous n'êtes pas tout seul. C'est en copromotion. Avec 3 autres acteurs, je crois. Et en co-aménagement, la première pierre étant le pôle autonomie santé, donc un équipement public qui va voir le jour avant l'ensemble des autres îlots. Messieurs, d'autres réactions ? On est là pour débattre librement, bien sûr. Un petit peu sur les propos qui étaient exposés avec la mutualisation de tout ce qui est la partie stationnement, partie mobilité urbaine sur le vélo, la trottinette électrique, qui sont aujourd'hui, on va dire, un petit peu à la mode et qui sont les futurs modes de déplacement qu'on va rencontrer de plus en plus dans la métropole de Montpellier, mais également dans les grosses métropoles. C'est ça, il faut anticiper quand même les comportements des générations montantes, et c'est des comportements qui évoluent très vite. En fait, on voit déjà que la métropole a mis beaucoup d'actions sur des pistes cyclables, en mettant des doubles voies qui sont passées à une seule voie, et on a des voies qui sont mutualisées avec le bus et les vélos et qui sont des fois essentiellement pour la partie vélo. Et nous, à travers Trivia, en fait, on s'est rendu compte du phénomène de free floating au niveau des trottinettes qui avait pris une très grosse importance en France, notamment dans les grosses métropoles comme Paris, Lyon, Marseille. Sauf que ce phénomène a aujourd'hui un petit problème, c'est tout ce qui est les incivilités qui sont créées avec ces moyens de mobilité qui sont laissés dans les rues. Et donc nous, Trivia, on a voulu mettre en place des casiers qui sont dédiés à un ensemble de personnes. Donc on peut parler soit d'une copropriété d'habitation, une copropriété de bureau, ou comme vous le disiez, d'un parking dans lequel on vient mutualiser la partie stationnement, et on peut mutualiser également la partie mobilité avec les outils comme la trottinette électrique et le vélo électrique pliable. On est parti sur du pliable parce que, comme vous le disiez, aujourd'hui les villes comme Sète, Baillargues ou autour de la métropole qui ont le TER, cela permet de venir connecter les moyens de mobilité, et une fois qu'on arrive en ville après, de pouvoir se déplacer sans prendre trop de place dans le transport en commun. Voilà. Et les premiers casiers que vous installez, c'est au village Baïséa à la fin du mois, les premiers casiers seront en fonction au village Baïséa, dans lequel on a des trottinettes électriques essentiellement. Et à partir de septembre, avec le groupe Tissot, nous avons construit un parking silo dans le parc Georges Besse à Nîmes de 360 places. Ce parking silo est destiné aux utilisateurs des bureaux de la zone d'activité. Et à l'intérieur de ce parking, on est venu apporter bien évidemment des recharges pour les véhicules électriques, de l'autopartage, des trottinettes électriques, des vélos électriques en partage. Et tous ces services sont mis à disposition des utilisateurs du parking. Le but étant d'essayer de créer un hub serviciel autour du parking qui va être un petit peu le point de rencontre de tous les utilisateurs de la zone de bureau, de manière à ce qu'après, derrière, ils puissent avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, de la conciergerie. On est en négociation avec la Poste pour intégrer
des plateformes de coller-relis à l'intérieur du parking, de manière à ce que les employés puissent en fait se servir du parking silo comme d'un hub serviciel, ce que je vous disais, dans lequel on regroupe tous les besoins qu'on pourrait avoir sur des zones, que ce soit essentiellement des zones de bureaux, mais des zones mixtes où on peut avoir également de l'habitation pour avoir un petit peu un lieu de vie complémentaire. Avec une logique, bien sûr, de trottinette partagée. Enfin, on n'est plus dans une Voilà, logique c'est tout à ma fait. trottinette, c'est une logique de partage de l'usage. Le but de Trivia, c'est de se dire, on va avoir une trottinette, mais dans la journée, elle va pouvoir être utilisée par 2, 3, 4, 5 personnes avec des usages complètement différents. On va avoir les personnes qui vont l'utiliser durant la journée pour pouvoir se rendre à des rendez-vous, ou tout simplement pour aller se promener. Et on va avoir également les personnes qui, elles, vont se servir de cette trottinette pour rentrer chez eux le soir et revenir au travail le lendemain. Donc l'avantage du casier, c'est qu'une fois que la trottinette est arrivée sur site, elle va pouvoir se recharger. On va avoir les outils de sécurité à l'intérieur, donc tous les casques sont mis à disposition. On a également un système de désinfection via lumière ultraviolet qu'on a mis en place depuis que le Covid est arrivé. Et donc tout ça permet d'avoir un entretien sur les véhicules et une assurance pour le conducteur derrière aussi. D'accord. Je ne vous oublie pas, Jacques Vienne, je reviens vers vous surtout pour la logistique urbaine, mais vous pourrez parler d'autres choses si vous le souhaitez. Madame Faye, là vous avez des promoteurs bien sûr à côté de vous, vous en avez aussi de l'autre côté de la caméra, il ne faut pas les oublier, enfin des promoteurs, des opérateurs, des aménageurs, par rapport à cette thématique mobilité et immobilier, mobilité du quotidien, logistique urbaine. Est-ce que vous avez un ou deux messages forts à leur adresser ou des attentes que vous avez? C'est le moment. Oui, bien sûr. On parlait de l'EAI tout à l'heure. On demande effectivement, dans les prochains lots que l'on va mettre en concurrence avec SA3M, on va demander qu'il y ait justement des locaux qui soient dédiés au dernier kilomètre. C'est-à-dire la livraison qui se fait au dernier kilomètre entre le paquet qui arrive. Et là, excusez-moi de vous interrompre, on peut passer à la slide suivante en régie parce que justement ça colle avec cette thématique. Ça tombe bien. Alors là, on voit un exemple de locaux à Paris, qui est une logistique de proximité qui est à une échelle assez importante. Nous aussi, on va travailler sur deux échelles. Une échelle un petit peu comme pour les parkings à vélo. Une échelle un peu plus petite qui pourrait s'intégrer dans des parkings publics qui sont, par exemple, à Europort. On a déjà installé ce système où on offre un espace qui se libère des voitures et qui est réservé à un professionnel de la logistique qui reçoit par camion de petite taille pour rentrer dans Montpellier ou dans la métropole des colis qui sont déposés chez ce professionnel. Et ensuite, ce sont des vélos cargo ou des lots avec carriole qui sont la plupart du temps électriques, parce qu'on offre aussi le fait qu'il y ait des bornes électriques, soit pour du rechargement rapide, mais à moins long terme, soit pour du rechargement plus long, et ça peut durer toute la nuit. Et dans ces conditions, c'est ensuite ce cargo ou cette carriole qui va en centre-ville pour livrer en direct aux commerçants ou éventuellement aux particuliers. Ça nous permet, nous, de partir sur la démarche de décarbonisation de la ville et d'éviter aussi les livraisons du matin qu'on connaît quand on veut aller boire son petit café sur la place d'un café ou d'un restaurant et qu'on a tous les camions de livraison qui sont stationnés devant nous. C'est pas agréable. Donc l'objectif, c'est véritablement de retirer la voiture de la ville. Alors ces petits espaces peuvent être aussi des grands espaces comme celui que vous nous avez montré sur l'écran, qui, eux, sont beaucoup plus importants, mais qui sont plutôt situés aussi sous des réalisations immobilières, comme vous parliez tout à l'heure, et que l'on impose aux promoteurs. Et ensuite, il y a une location qui se fait ou une vente à un opérateur logisticien qui permet justement de retravailler sur cette livraison à domicile. On travaille aussi avec la Poste. Dernièrement, nous avons une réunion de travail là-dessus où ils peuvent aménager, comme vous le disiez, des espaces où on peut trouver à la fois de coworking, à la fois des
des espaces pour déposer les colis, ou éventuellement, tout simplement, ils ont même été jusqu'à offrir la possibilité d'avoir des vestiaires, des cabines d'essayage pour essayer son produit que l'on a acheté sur Internet, de l'essayer, éventuellement, s'il ne va pas, de le remettre directement dans un carton et de le faire réexpédier. Donc, vous voyez, tout ceci a pour objectif justement de retirer la voiture de la ville, de décarboner, et en ça, vous avez raison, Monsieur Vialat, on travaille aussi sur la santé. Dans la mesure où la ville sera décarbonée et sera beaucoup moins polluée, on a un acte important qui permet justement de travailler sur la santé, comme le souhaite Monsieur Sultan, qui fait partie de notre équipe. Et vous avez un exemple peut-être concret de logistique urbaine en projet sur la ZAC République dont on pourrait parler? Alors la ZAC République, c'est une ZAC qui participe des ZAC anciennes formules, si j'ose employer ce terme-là, qui sont des ZAC en expansion, puisque c'était l'expansion de la ville de Montpellier sur l'Est, avec au démarrage un terrain pratiquement vierge, peu construit en tout cas, et qui permettait de réaliser des ZAC assez rapidement, mais sur des terrains naturels. Donc ce style de ZAC ne va plus se faire à Montpellier, puisqu'on est parti du principe de la ZAN, zéro artificialisation nette, point majeur qu'on doit atteindre selon les législateurs en 2030 ou 2050. Donc ce type de ZAC ne participant plus à notre mode opérationnel, celles qui sont en cours, on les finit, comme par exemple Rive Gauche. Par contre, celle de République vient juste de démarrer. Alors, pas au niveau procédure, mais au niveau opérationnel. Donc, ce qu'on demande à retravailler avec les architectes en chef de cette ZAC, c'est de retravailler justement sur une mise en compatibilité avec nos nouveaux paradigmes, c'est-à-dire sortir la voiture de ces espaces de la ZAC République, créer en rez-de-chaussée d'immeubles, justement, des petits locaux ou des locaux un peu plus grands sur la logistique de proximité. Et ce travail se fait en concertation, bien évidemment, avec la CERM, mais aussi avec les promoteurs qui doivent jouer ce jeu de création de locaux supplémentaires par rapport à leur logement ou leur bureau, qui ne rentrent pas dans la même catégorie de surface, mais qui sont tellement nécessaires pour travailler sur des quartiers apaisés. Très bien. Merci. Il y a une visibilité sur un calendrier prévisionnel? Cette ZAC vient de démarrer au niveau opérationnel, puisqu'il y a un projet qui est en train de sortir de terre. Et donc, on retravaille sur l'ensemble du territoire qui va jusqu'à l'ancienne autoroute. On peut passer à la slide suivante qui traite aussi de logistique urbaine. C'est aussi un exemple à Paris. La slide numéro 4 sur Chapelle Internationale, création. Alors, c'était le premier, c'était en mars 2018, création du premier hôtel logistique en Europe pour la ville de Paris, près de la gare du Nord. Terminal ferroviaire urbain, surface commerciale et tertiaire, terrain sportif, etc. Objectif, transformer le fret urbain. Réduction des trajets de semi-remorques parcourus dans Paris de plus d'1 million de kilomètres par an et d'économiser 560 tonnes d'émissions de CO2. Donc ça a été livré il y a 3 ans. Jacques Vienne, une réaction par rapport à ce qu'on peut voir sur ces slides, sur les objectifs de la ville de Montpellier, avec ce que vient de nous dire Maryse Faye. Comment un opérateur comme GGL, vous qui dirigez le pôle activité tertiaire et d'activité et locaux d'activité, comment vous vous positionnez sur ces enjeux? Est-ce que vous avez des projets concrets et un savoir-faire que vous êtes en train de développer, quoi? Alors, je reviendrai d'abord sur le côté vélo. Nous, par exemple, à Vendargues, on développe sur une zone d'activité, sur la ZAC de Salaison. C'est un endroit qui n'est pas vraiment mode doux friendly. Tout un système de parking vélo et de locaux pour entretenir les vélos. Donc, on avance même là où on ne vous attend pas. Un système, c'est-à-dire ça consiste en quoi, ça? Avec atelier de réparation et petit casier pour les utilisateurs des vélos. Donc ça sur une zone d'activité. Ça cible qui? C'est les employés qui viendront travailler sur cette zone pour qu'ils aient un mode. C'est une offre. Il y a aussi des parkings voitures, il y a des parkings pour les camionnettes et il y a des parkings pour les vélos. Je pense que ça fait partie de la palette des services et des offres qu'il faut sur ce genre de zone, même si aujourd'hui, il n'y a ni imposition d'en mettre sur ce type de locaux aujourd'hui.
Et si cette ZAC n'a aucune, un peu de pistes cyclables et autres, ça viendra. Et c'est nouveau comme concept, ce que vous lancez là dans Oui, une zone d'activité? C'est nouveau puisque le permis est en instruction. Donc ça sortira dès que le permis sera fini d'être instruit et les recours purgés. Et ça a vocation à essaimer, à faire Oui, on imagine. Oui, parce que on a d'autres projets de bureaux où on développe ce type aussi de projet. Je pense que ça fait partie, c'est pas exclusif, c'est pas du tout vélo, c'est pas du tout voiture, c'est une transition, on appelle bien ça une transition écologique, une transition, c'est-à-dire qu'on y va progressivement. Mais on le fait. Sur la logistique urbaine, je voudrais revenir un petit peu sur la logistique urbaine. Pour qu'il y ait logistique urbaine, De quoi parle-t-on? Oui. il faut déjà qu'il y ait des plateformes sur lesquelles on puisse accueillir les colis, tout ce qui est colis lourds et les gros camions. Donc ça, c'est une nécessité de les avoir, pas forcément aux portes de la ville, mais proches de la ville. Ça va permettre d'accueillir finalement toutes les marchandises. Et après, effectivement, cet acheminement vers la ville peut se faire par des camions, mais on reste toujours sur des véhicules lourds qui vont acheminer ces marchandises sur des beaucoup plus petites plateformes, plus ciblées, qui vont travailler à l'échelle du quartier, ou un peu plus que le quartier, et qui vont permettre après un éclatement en vélo, en véhicules électriques, hydrogène ou autres, mais qui va permettre d'apaiser la ville, de la décarboner, la rendre plus silencieuse et donc plus saine. Donc, mais il faut quand même, il ne faut pas oublier que cette logistique et ces grosses bases logistiques sont nécessaires et sans elles, les choses ne pourront pas se faire. Je vous laisse, pardon, Il y a un message un peu caché quand même que vous dites, c'est-à-dire que pour pour décarboner les centres-villes, faut peut-être une périphérie, accepter qu'il y ait des espaces logistiques en périphérie et pas forcément à 50 km des centres-villes. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Et c'est pas forcément le cas en ce moment. Non, mais c'est pas forcément le cas. Il y a plusieurs éléments pour lesquels c'est pas forcément le cas. D'abord, le foncier est rare. Le foncier est souvent avec beaucoup de nature qui s'est déjà nichée avant qu'on y niche des entrepôts. Et ces plateformes sont grosses consommatrices de surface totalement bitumiées, donc qui imperméabilisent de grandes surfaces. Mais c'est difficile de faire autrement. En tout cas, on ne peut pas s'en passer si on veut travailler sur la logistique urbaine. C'est un préalable, on va dire. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on est en train de rechercher le lieu stratégique, parce qu'effectivement, il faut que ça soit un lieu stratégique, qui soit facilement accessible de l'extérieur, et qu'ensuite on retravaille par points d'étoiles, comme j'appelle, pour avoir des pôles de plus en plus petits, pour arriver jusqu'au kilomètre. Et sur la métropole, nous sommes en train de chercher 3 sites. Donc, si vous avez des idées, on est preneur. Et ces 3 sites devront effectivement être sur des emplacements stratégiques, suffisamment éloignés de la ville centre et de la métropole périphérique, sans être dans un encadrement bâti qui entraîne véritablement des nuisances. Donc, c'est pas facile à trouver. Et c'est très stratégique, effectivement. Et sur Montpellier, sur la métropole, les études nous poussent à croire qu'il nous en faut au moins 3. Tout à fait. Et de la même manière, il faut prendre en compte le fait que donc ça, ces gros entrepôts, ils ne marchent qu'avec des semi-remorques, donc c'est, on va dire, polluant et tout ce qu'on cherche à gommer après en centre-ville. Mais le deuxième entrepôt, qui va être un peu ce qu'on appelle un entrepôt de regroupement et d'éclatement, où en fait le but c'est de mutualiser les arrivées pour que les véhicules qui en partiront totalement chargés et pas avec trois choses appartenant au Midi Libre, 3 choses appartenant à GGL, 3 choses appartenant à Tissot ou MEA, mais que tout ça puisse être mutualisé. Là aussi on arrive sur des lieux où on a encore des camions
on va dire, un peu conventionnels, qui polluent et qui font du bruit. Donc ça, ces seconds entrepôts doivent être aussi dans des endroits qui ne vont pas générer de nuisances pour les voisins. On ne peut pas faire ces entrepôts au milieu de l'habitat parce qu'un camion qui tourne, ça dérange tout le monde et ça pollue tout. Donc, on a vraiment des échelles qui sont à respecter. Et après, le troisième échelon, qui est l'échelon du quartier, où effectivement on rayonne en étoiles. Alors moi je parle de nénuphar, mais c'est la même chose. Chacun sa métaphore. Là, ça peut être des parkings souterrains, des parkings silos, enfin des rez-de-chaussée d'habitat. Mais moi je crois surtout à quelque chose qui existe à Montpellier. Je sais, il y a peut-être des projets, en tout cas je ne les connais pas, mais qui sont un peu ces fleuves. J'avais fait une étude sur Toulouse là-dessus, sur la livraison à travers les péniches. Et ça commence à se faire à Paris. Ikea va se lancer là-dedans. Auchan. On a des péniches et après un éclatement, les colis sont traités dans la péniche pendant qu'elle navigue. Et après, il y a toute une flotte de vélos cargo qui va irriguer autour des berges et des points d'accostage. Mais à Montpellier, il y a le tramway qui est utilisé finalement qu'en tramway conventionnel. Et l'infrastructure est là. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen d'utiliser cette infrastructure qui existe pour en faire avoir des wagons transporteurs de colis qui permettraient d'acheminer depuis les parkings aux extrémités vers le centre-ville. Je vous remercie de nous le proposer, mais c'est vrai que... C'est un peu le serpent de mer, ça fait quand même 15 ans qu'on en parle. Mais, ça fait 15 ans qu'on en pas qu'à parle. Montpellier, même au niveau national. Saint-Étienne avait fait une expérience, mais qui a été vite avortée. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Donc pourquoi c'est si compliqué, finalement? Alors que ça semble simple, vu de l'extérieur, en quelque sorte. Pourquoi ça semble si compliqué? Je ne saurais pas vous le dire. Ouais. Par contre, les études que l'on est en train de lancer sur cette... opération décarboner le transport des colis est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Mais c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps et ça ne se concrétise pas. Mais c'est véritablement une piste sur laquelle on est. D'autant que maintenant, on va avoir une 5e ligne de tramway. Donc on offre 65 km de ligne de tramway, plus la 5e. Donc on a un capital à exploiter qui effectivement est très intéressant, qui permettrait aussi de rentabiliser le tramway pendant les heures hors ouverture au public et qui serait dans un contexte de tranquillité par rapport au camion qui a un atout supplémentaire. Or, c'est vrai que ce tramway, c'est aussi l'alternative au niveau du transport en commun du vélo. On a la velléité, d'ici la fin du mandat, d'avoir la velléité et la volonté, d'ici la fin du mandat, de pouvoir donner ce transport en commun gratuit à tout le monde. Et ça, c'est un point important qui participe justement au retrait de la voiture. Et quand on dit retrait de la voiture, ça veut dire qu'on a beaucoup de parkings aujourd'hui qui sont dans des immeubles. Donc l'objectif des prochaines constructions immobilières, et ça vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est un paradigme nouveau qu'on met en place sur les ZAC en particulier, c'est-à-dire le foisonnement ou la mutualisation. Et ça, c'est un enjeu très fort puisque moins il y aura de voitures, plus les parkings pourront être supprimés. Et dans la mesure où ils seront supprimés, on obtiendra aussi ce foisonnement intéressant pour que les quelques voitures qui seraient à disposition en circulation puissent trouver plusieurs preneurs. Et donc, ça participerait aussi à la diminution de la voiture en ville. Alors, ça peut être de la mutualisation, ça peut être du foisonnement. Mais dans la ZAC EAI, par exemple, c'est ce qu'on impose, et en particulier sur les constructions nouvelles, mais aussi pour faciliter la réhabilitation de constructions existantes sur lesquelles on ne peut pas faire de parking, mais pour lesquelles les propriétaires sont en droit de demander un parking. Donc, au lieu de les faire de façon anarchique, on les fait insérer dans les programmes immobiliers nouveaux, où on fait des parkings silos éventuellement, ce qui participe à la désimperméabilisation aussi des sols. Oui, Laurent Romanelli, pour l'instant on en est au parking en effet mutualisé, comme dit Madame Faye, mais pas encore aux véhicules partagés. C'est pas encore ce que... Enfin, on en est entre les deux, visiblement. Enfin, plus qu'entre les deux. Et je rajouterais même la troisième notion de réversibilité. Parce qu'effectivement, il faut qu'il soit foisonné, mutualisé et réversible.
Parce que typiquement, je reviens sur ce projet d'Aude, où on a fait quand même un certain nombre de réunions très, très constructives, hein, avec des visions totalement différentes. Un maire qui veut 3 places de parking, parce que tous les jours, il ne veut pas que les gens se garent sur les trottoirs. D'autres prospectifs qui disent mais non, mais il n'y aura plus de voitures. Donc moi, entre guillemets, j'ai dit, voilà, moi j'en sais rien, je ne suis pas intelligent, je ne sais pas s'il y aura plus de voitures, s'il y aura plus de voitures, s'il y aura moins de voitures. Donc faisons des parkings qui soient réversibles, notamment en pied d'immeuble, de façon à ce que si un jour, ceux qui ont raison de dire qu'il n'y aura plus qu'une demi-voiture par foyer, par exemple, que ces parkings-là puissent être réversibles et retournés pour faire du bureau, du logement, du commerce ou autre. Et ces notions-là sont très importantes, que ce soit en pied d'immeuble ou en parking CEO. Et en plus, ça a vraiment un impact direct sur notre empreinte carbone, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on fait un parking en sous-sol, alors effectivement, c'est mieux que de le faire en extérieur et de le faire dans un espace vert, mais ça consomme énormément d'énergie. Donc c'est pour ça que ces parkings en rez-de-chaussée, pas partout, mais en partie qui sont mutualisés, foisonnés et réversibles, c'est vraiment une très bonne solution d'avenir. Olivier Tissot, vous qui êtes un expert, entre autres, des trottinettes, mais aussi des parkings. Le portrait robot du parking du futur, un peu, c'est quoi ? Je vous parlais tout à l'heure du parking Georges Besse à Nîmes. On est justement sur un parking qui est là, dans l'occurrence, dans une zone de bureau. Alors qui sera inauguré en septembre, tout à fait, dans lesquels il y a l'autopartage dont vous parliez. On a mis ce système en place pour que les entreprises n'aient pas un véhicule d'entreprise par salarié, mais qu'on puisse venir à mutualiser justement les véhicules qui sont à disposition dans le parking pour plusieurs entreprises. Et dans ce parking, on a également les derniers niveaux qui sont mutables. C'est-à-dire qu'on est parti sur des hauteurs de plancher qui nous permettront dans 10, 15, 20, 30 ans peut-être, de pouvoir faire basculer une partie du parking, pas la totalité, parce que aujourd'hui, quand même, la voiture reste un des éléments de transport les plus utilisés. Donc on se dit que même si demain, tout le monde est passé au vélo, il y aura encore quelques voitures à garer. Donc on a à peu près 50% du parking qui sera mutable dans un futur plus ou moins proche. Et donc sur ce premier parking, on a pris la direction un petit peu d'essayer d'aller chercher des trames de construction qui permettent une mutabilité tout en gardant l'entrée naturelle de la lumière pour les futurs bureaux qui pourraient être intégrés dans la ZAC dans un futur proche. Et des voitures partagées au sein d'une même entreprise, ça se comprend bien sûr, entre différentes entreprises, ça culturellement, on est prêt à ça, il y a un saut quand même à faire, non, un peu. Aujourd'hui, la voiture de fonction, souvent la personne vient au travail avec, la gare toute la journée. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont. Ou va l'utiliser ponctuellement pour se rendre à des rendez-vous, on va dire, professionnels. Ouais. On peut très bien imaginer au sein d'un quartier dans lequel on a un parking silo qui vient en relais du stationnement de ce qui est déjà existant dans les bureaux, d'avoir un ou plusieurs véhicules qui soient électriques ou thermiques, selon les types de déplacements qui sont à faire, qui sont accessibles via un portail, une plateforme. Vous parliez de Sermcité tout à l'heure, ça peut être éventuellement l'exemple, de manière à ce que chaque société a un abonnement qui lui donne droit à avoir accès à ces véhicules. Et la société ne sera facturée qu'à l'utilisation qu'elle aura faite de ces véhicules. J'ai l'impression que vous avez décrit un parking qui existe à Montpellier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, vous en servez souvent. C'est le parking de la gare. Parce que le parking de la gare a été fait par une jeune architecte. De la gare centrale. De la gare centrale, oui. Le parking Saint-Roch. C'est une jeune architecte qui a fait cette œuvre d'art avec justement l'idée de la réversibilité. Elle travaille beaucoup sur la réversibilité des immeubles. Et en fait, ce parking peut être tout à fait réhabilité, réorienté sur d'autres activités, puisque les façades sont facilement retirables. Les hauteurs de plafond sont très importantes pour pouvoir y faire justement soit des logements, soit des bureaux. Et les ouvertures dont vous parliez avec la transparence sont facilement réaménageables avec des parois vitrées ou autres. Donc ce type de parking de réversibilité effectivement existe. Et je crois que la réversibilité a une importance capitale aujourd'hui dans notre monde de décarbonisation, parce que justement, ce qui est construit, c'est construit. Et ça a été
calculé dans la carbonisation, si j'ose dire. Et quand on le réutilise, il n'y a pas 2 fois de carbonisation. Donc cette démarche de recyclage des ouvrages d'art ou des ouvrages d'architectes sont véritablement l'avenir aussi. Il faut bien l'analyser à l'échelle du quartier et de la ville. Et je reviens sur Sam Cité, je suis désolé, je n'en suis pas l'auteur, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Vous n'êtes pas actionnaire. Je ne suis pas actionnaire non plus de la SAM, mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que franchement, on voit vraiment un effort de connectivité. Parce que là, il faut que tous ces parkings soient connectés, qu'il y ait des gestionnaires qui se parlent entre eux de façon à faciliter la vie. Je reprends votre exemple du marchepied pour le vélo. Effectivement, ça paraît un gadget, mais c'est l'ensemble de ces gadgets-là qui vont rendre la vie beaucoup plus facile et qui vont permettre, alors, on a tendance à dire oui aux jeunes générations, mais même les personnes plus âgées comme moi, ou même comme mes parents, sont capables, entre guillemets, de se passer d'une voiture à partir du moment où le vélo, le tramway ou les autres modes doux sont faciles à utiliser. C'est pour ça qu'en fait, la politique du vélo, c'est pas simplement la piste cyclable qu'on identifie, c'est aussi tout ce qui est à côté et qui facilite l'usage du parking. Et c'est pour ça qu'on a pris aussi, c'est peut-être un petit clin d'œil, mais quand je disais qu'on jalousait Copenhague, c'est qu'en fait, on a pris un bureau, une société conseil qui nous aide justement à avancer sur l'usage et l'utilisation du vélo en optimisant cette démarche. Et elle s'appelle Copenhague. Il ne faut pas l'inventer, mais c'est comme ça. Et peut-être, Jacques Vienne, je reviens peut-être sur la logistique urbaine. Vous aviez parlé dans les parkings de services que vous développez, que vous mettez en place de plus en plus dans les ZAC, par exemple, dans vos ZAC ou des ZAC publics. Qu'est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui qu'il faudrait développer? Enfin, une petite photo avant, après. Qu'est-ce qu'il faudrait développer? Qu'est-ce qui manque en fait aujourd'hui? Déjà, les parkings sont des lieux idéaux pour créer des petits entrepôts. Ils sont presque, il suffit de leur remettre 4 cloisons. Mais là, vous ne parlez pas forcément de parking souterrain, ça peut être Non, tout type de parking. Parking silo. Ouais. D'accord. Oui. Donc, ils sont souvent relativement bien placés au cœur d'un quartier. Ils pourraient très facilement, en tout cas, on pourrait faire muter une partie d'un rez-de-chaussée vers un petit entrepôt de répartition et pour les gens du quartier venir chercher. Puisque aujourd'hui, on retrouve des box dans lesquels livre Amazon et autres, un peu partout. On pourrait avoir ça sur des échelles plus importantes. Sur les nouvelles ZAC, c'est évident qu'il faut avoir aussi ces lieux de répartition, ces lieux mais il faut les placer intelligemment et les déconnecter de l'habitat, parce que c'est une activité, même si elle est aussi avec des vélos et des véhicules silencieux, pour acheminer, et je reviens toujours sur cette idée, pour acheminer les stocks sur place, on utilise des camions qui font du bruit et qui polluent. Donc il faut bien les déconnecter. Je pense qu'il faut que ce soit intégré au milieu d'un ensemble, mais pas intégré dans un bâtiment qui a une vocation d'habitat en tout cas. Bureau peut-être, parce qu'on est... mais avoir un camion à 6 h du matin qui vient déposer des colis au pied de sa fenêtre, c'est plutôt désagréable. Par rapport à ce que dit Jacques, justement, on est en train de réaliser, nous, la nouvelle plateforme logistique de la Poste à Nîmes, enfin, exactement à Grézan, à l'extérieur de Nîmes, mais vraiment à proximité immédiate. Et on est donc sur un entrepôt qui va faire à peu près 5000 m², sur lequel on aura essentiellement que du véhicule électrique pour aller se rendre en ville et faire les livraisons. Donc c'est pas le gros entrepôt dont Jacques parlait, mais on est sur des entrepôts de moyenne taille qui sont à proximité immédiate, de manière à pouvoir venir livrer le centre-ville ou la première couronne, essentiellement avec du véhicule électrique. Ok. Non, on peut passer peut-être en régie à la slide suivante, qui était une autre façon de lier mobilité et immobilier.
évidemment densifier les constructions, les projets à proximité de pôles d'échange, de nœuds multimodaux. On voit là, c'est un exemple, hein, ce ne sont que des exemples tout à fait subjectifs et journalistiques. Appel à projet urbain à Toulouse pour urbaniser des secteurs connectés à des pôles d'échange multimodaux. Le concours d'appel à projet urbain innovant Dessine-moi Toulouse, lancé en 2018. Là, il y a un exemple de projet lauréat à proximité de la station Borde Rouge, tête de ligne de la ligne B du métro. Madame Faye, est-ce qu'il y a, sans forcément calquer ce type de projet naturellement, mais bon, c'est pour vous faire réagir. Vous parliez de la... Bon, il y a le projet de 5e ligne de tramway, mais il y a aussi des nœuds, des interconnexions existants déjà. Est-ce qu'il y a des réflexions qui vont en ce sens, ou qui pourraient aller en ce sens ? Oui, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une démarche durable de non-consommation de terrains naturels, dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut quand même que l'on construise des logements et des bureaux, et particulièrement des logements, puisqu'on reçoit à peu près 7000 habitants supplémentaires par an. Alors, il y a des communes qui nous envient parce que elles perdent de la population. J'ai récemment discuté avec des élus de Dunkerque qui me disaient, nous, on perd 760 habitants par an. Nous, c'est un atout d'avoir une augmentation démographique aussi importante. Encore faut-il ne pas le subir, mais bien évidemment l'anticiper. Donc, notre objectif, c'est effectivement, avec le PLUI futur, de densifier les zones qui sont desservies par le tramway, en particulier la ligne 5 aujourd'hui qui est dans une démarche de commencement de travaux, en particulier sur le nord de Montpellier. Et donc les terrains qu'on identifie comme étant avec un potentiel de construction, on leur donne une capacité de construction supplémentaire pour justement densifier et construire la ville sur la ville. Alors cette démarche n'est pas toujours, on va dire, appréciée par certains riverains qui nous critiquent sur le fait qu'on monte trop haut ou on densifie trop. Mais si on veut aussi répondre à la nécessité de ne pas artificialiser, il faut qu'on sache mettre le curseur au bon endroit. Donc avec les promoteurs et les professionnels, on cherche l'emplacement de curseur, sachant que de toute façon, au niveau architectural, on impose quand même dans les constructions, dans les parcelles qui sont densifiées, un espace suffisamment libre de 50% de terre pleine pour justement renaturer tous ces terrains. Donc l'accompagnement se fait à la fois sur la constructibilité pour pouvoir construire 4500 à 4700 logements par an et aussi préserver la nature. Soit elle existe, soit on incite à ce qu'elle puisse être créée. Donc cette démarche a une démarche volontariste aussi, donc il sera inscrit dans le PLUI, comme je le disais tout à l'heure. Mais on est aussi sur le fait que les lignes existantes de tramway, puisqu'on en a 4 qui fonctionnent, sont aussi les maillons qui permettent justement d'aller jusqu'à des dessertes qui permettent de trouver encore du foncier qui est en capacité d'être densifié. Par contre, à partir du moment où on a un lotissement qui est constitué, et ça c'est un message que j'ai fait fortement passer auprès des promoteurs, quand on a un lotissement qui est constitué, même s'il est ancien, mais qu'il le vit véritablement avec un quartier apaisé, on part du principe qu'il ne faut pas intervenir sur la hauteur dans ces territoires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait qu'on ne peut plus faire de lotissement. Ça pourra se faire sur les communes périphériques de Montpellier, mais pas sur la ville-centre. Et que donc ce bien devient un bien précieux, puisque l'habitat individuel est aussi quelque chose qui a été, on l'a vu pendant la pandémie, un bien qui a été plébiscité avec l'habitat entouré de nature. Donc ces lotissements, on les conserve et on demande aux promoteurs de ne pas intervenir dessus. Ça nous permet de participer à notre objectif final qui est de créer des quartiers apaisés partout sur Montpellier, qui correspondent au pouvoir d'achat des Montpelliérains et des Montpelliéraines et qui sont aussi dans la dynamique de l'emplacement du bon curseur pour qu'on puisse satisfaire les besoins sans dénaturer la ville, puisque l'objectif important qui est dans notre politique affichée, c'est de naturer ou renaturer la ville. Donc le tramway participe justement à ces choix stratégiques
des endroits où on doit construire. Et est-ce que vous avez une idée plus précise justement de ces endroits de densité future? Est-ce que vous pouvez dévoiler déjà quelques localisations? Sur Montpellier, on les localise aujourd'hui parce qu'on travaille parcelle à la parcelle. Je ne peux pas vous en donner comme ça. Ah si, vous pouvez. Je peux. Vous lui donnerez qu'à moi tout à l'heure. Vous pouvez. Je crois que les promoteurs ont peut-être des atouts effectivement beaucoup plus importants que nous pour faire ces détections-là. Par contre, on leur dira que l'urbanisme à la parcelle, c'est terminé et qu'il faut travailler sur des territoires de projet. Nous en avons encore discuté cette semaine avec le président de la FPI et c'est quelque chose sur lequel, si vous êtes présent le 19 mai, puisqu'on rencontre les promoteurs, on pourra aussi vous expliquer cette démarche qui est importante parce qu'en fait, la constructibilité, ce que je disais tout à l'heure, est nécessaire, mais avec une certaine harmonisation et une cohérence. Donc, quand il n'y a pas de périmètre de ZAC, on impose justement qu'il y ait un aménagement cohérent qui doit être fait par les aménageurs et par les promoteurs. Mais c'est vrai que ce PLUI nous ouvrira d'autres horizons sur cette démarche durable que l'on veut instaurer sur Montpellier. Alors, Laurent Romanelli ou Jacques Vienne ou Olivier Tissot, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes preneur de ce type d'appel à projets urbains innovants sur, par exemple, autour de pôles de mobilité, puisque je reviens sur le thème de la mobilité qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à être challengé sur ce type d'éventuel appel à projets ou concours ou autre? Non seulement on est prêt à challenger, mais en plus cette démarche d'anticipation du PLUI pour désimperméabiliser ou ne pas plus perméabiliser les sols, c'est quelque chose, ça a été la base de réflexion. Je reviens sur notre projet, je fais un peu de publicité pour le projet Eau de les Platanes, mais ça a vraiment été l'input à l'intérieur, c'est qu'on part d'une parcelle qui est 100% perméable, c'est une boîte à chaussures avec du goudron, on est au pied du tramway, et là on va réussir à redonner 50% de pleine terre à la nature, de faire une forêt urbaine, et pour compenser et pour accompagner cette forêt urbaine, va densifier avec de la mixité d'usage. Donc je pense que ça, c'est vraiment une référence qui va vraiment dans le sens de ce que vous demandez, Madame Faye, et qui est vraiment quelque chose sur lequel tous les promoteurs ne peuvent Puisqu'on est connecté au tramway, c'est ça? On est connecté au tramway, et c'est vraiment un bon laboratoire justement pour développer ce genre d'idée. Et il y a une piste cyclable. Et puis ce cyclable, là, bon, tous les terrains ne sont pas aussi stratégiques et fondamentaux, mais c'est vraiment le laboratoire du terrain qu'il ne faut pas rater. Essayer de préparer le récit de la hauteur, du discours de la hauteur. Parce que ça, c'est important pour le faire accepter. Et je parlais du tramway tout à l'heure, mais on fera aussi de la densification autour des bus à haut niveau de service, puisqu'on aura 4 lignes qui sont prévues, qui desserviront d'est en ouest jusqu'à la Paillade et du nord au sud jusqu'à la Vérune. On peut passer à la dernière slide en même temps qu'on prend les réactions justement sur ce sujet de densité autour de pôles de mobilité. Bon, là encore une fois, on a pris un exemple volontairement extrême, 186 projets urbains, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se réaliser, mais qui fleurissent le long du Grand Paris Express. Mais bon, c'est 68 nouvelles stations de métro horizon 2035 ou 2040, parce qu'il y aura du retard probablement. Mais bon, enfin, on voit que c'est dans l'air du temps, pour faire simple. Jacques Vienne ou Olivier Tissot, vos réactions par rapport à... Alors moi, parce qu'en plus, le 6 mai, justement, il y a la métropole du Grand Paris qui a lancé la 3e édition de l'appel à projets urbains innovants, Inventons la métropole du Grand Paris. Et il y a plusieurs thèmes phares, dont il y a 3 thèmes phares, et dont justement tout type de foncier situé autour de gares existantes ou futures, notamment les gares du Grand Paris Express. Enfin, ça fait partie de cet appel à projet. Non, moi, je réagissais par rapport à la slide qu'on venait de voir, où elle est typique de la surenchère d'espaces verts qu'on va agréger en images de concours sur des projets, et on en rajoute et on en surrajoute, et comme ça on n'a finalement plus rien, on n'a qu'une montagne verte, et il y a quand même beaucoup de concours qui ont gagné, qui ont été remportés grâce à ce type d'image. Donc moi je crois beaucoup plus à l'utilisation des matériaux, à la qualité de vie à l'intérieur des pièces,
Il faut évidemment que les projets soient respectueux de la nature et autres, mais qu'on les construise d'une manière décarbonée et tout ça, plutôt que de planter des arbres sur des images en veux-tu, en voilà. Et ça me fait bassement rigoler, ce genre de slide, parce que il y a eu, par exemple, on parle du Grand Paris, 1000 arbres, 1001 arbres qui a gagné, et c'était fabuleux, tout le périphérique renaturé, planté d'arbres, c'est techniquement impossible, et le groupe qui a remporté ça le fera jamais, et l'admet, ou le fera de manière totalement dévoyée. Donc, je pense qu'il y a un rôle vraiment de la collectivité à s'attacher à des choses importantes. Et évidemment, avoir plus d'arbres, c'est important, c'est beau, mais il y a des choses qui me paraissent plus importantes sur le mode constructif, sur le comment vont vivre après les gens à l'intérieur des appartements qu'ils vont acheter. Ça me paraît beaucoup plus important. Je pense qu'une personne qui va être dans un immeuble étriqué, tout petit, parce que c'est un pur produit d'investissement, et même s'il y a un arbre qui est planté sur son balcon, il va mal vivre. Et d'ailleurs, son arbre va dépérir avec lui. Donc il faut apprendre, il faut aussi regarder le vivre des personnes qui font partie de la nature. Ouais, c'est mon petit... Oui, non, vous avez raison. Et Après, vous pouvez quand même remettre la slide, hein, même si elle a été décriée. Moi, je la trouve bien. Hein. alors, C'est mon point de vue. Ah, mais y a pas de je vais souci. vous dévoiler quelque chose que je n'ai encore pas dite aux architectes, mais je vais le faire bientôt. Quand je vois un projet comme ça, je vais demander à ce qu'il soit aussi déshabillé pour voir quand la végétation ne tient pas le coup, qu'est-ce que ça devient. Je donne l'exemple de l'immeuble qui est sur le bord du Lèze, qu'on appelait à l'époque, qui a été fait par Édouard François, qu'on appelait à l'époque l'immeuble qui pousse. Aujourd'hui, il ne pousse plus. Mais il a encore une qualité architecturale. Donc ça, c'est important. Mais je pense quand même qu'avec les innovations qui sont mises en place aujourd'hui, ce type de végétalisation des immeubles est quand même beaucoup plus facile qu'il y a quelques années en arrière, et où on peut avoir de la qualité. Et aussi, ce qu'il faut que le promoteur fasse, c'est qu'il prenne des contrats avec les paysagistes ou les sociétés qui font les plantations pour qu'au bout de 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, on puisse avoir la pérennité de ces végétaux, parce qu'il faut attendre ce temps-là. Et si effectivement il n'y a pas de contrat, et au bout d'un an, les copropriétaires s'arrêtent par rapport à ça. Donc ça, c'est effectivement très important ce que vous dites par rapport à la pérennité de ces immeubles. Olivier Tissot, à Nîmes aussi, peut-être, il y a le trambus, enfin, il y a des projets de densification le long de la deuxième ligne sur le secteur Kennedy, je crois. Oui, c'est vrai que le trambus, aujourd'hui, à Nîmes, a permis à la ville d'avoir une fluidité assez intéressante pour Et en se termes rendre en de centre-ville. verticalité, je veux dire, et c'est le vrai que long de cette... Toute l'avenue Kennedy Ouais. va être rénovée. Il y a l'ANRU aussi, avec un grand plan pour rénover un petit peu le quartier de la ZUP, où on va avoir beaucoup de démolitions pour une reconstruction du quartier, avec des espaces partagés, des parkings mutualisés également. Mais moi, je revenais un petit peu sur les végétaux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il devient difficile des fois de se loger pour les gens qui habitent sur site. Et c'est vrai que tous les immeubles avec de la végétalisation comme ça, nous, en tant que promoteur, c'est vrai qu'on va avoir un coût. Là, on s'éloigne juste un tout petit peu du sujet, parce que j'avais juste diffusé cette slide. C'était juste pour montrer qu'on pouvait densifier le long d'une ligne de métro ou de tramway. Ça allait pas plus loin, hein, donc c'était pas pour qu'on parte sur les programmes végétaux. Mais bon, je vous laisse finir quand même, mais c'est pas le cœur du sujet. C'était juste pour dire qu'en fait, au bout de la chaîne, c'est le propriétaire qui va devoir l'entretien de tous ces espaces, et qui va peser assez lourdement dans les charges de copropriété dans la vie de tous les jours de l'immeuble. D'accord, parfait. Je peux parler un peu d'arbres ou pas 2 secondes. Des arbres à côté d'un tramway. Alors. À côté d'un tramway. J'ai un bon exemple. Tout ce que vous devez Je suis voir têtu, mais il faut depuis rentrer dans le thème. Votre bureau, c'est l'immeuble Platinum, là, ou sur lequel, entre guillemets, on a essayé d'anticiper. Je veux dire, on est au pied du tramway, c'est la mobilité. On essaie d'anticiper en faisant un forage, en prenant un contrat
d'entretien pendant 3 ans, de façon à tout irriguer de façon quasiment gratuite, de façon effectivement la copropriété n'arrête pas l'eau courante au bout d'un an, ce qui est d'ailleurs une hérésie d'arroser avec l'eau courante. Et on se rend compte que, contrairement au slide que vous avez montré précédemment, alors sur le concours il n'y avait pas des arbres de partout, mais on se rend compte quand même que la 5e façade, le toit, est exploité. Il y a des gens qui habitent sur la 5e façade, ils ont des oliviers, ils ont des arbres en pot, mais effectivement il ne faut pas tomber dans l'excès avec des murs végétaux qu'on sait très bien coûtent très 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 cher. Le zoo de Montpellier a une bonne expérience là-dessus. Donc évidemment, on n'en parle plus, mais il ne faut pas répéter. Voilà, on expérimente, si on n'expérimente pas, de toute façon c'est en avançant, en faisant des bêtises, qu'on arrive à trouver des bonnes solutions. Et pour conclure, peut-être sur l'urbanisation proche des trambus, tramways, pour revenir au sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des outils qui ont été mis en place sur la ville de Montpellier. On parlait des 5 futures lignes de tramway avec la dernière. Le but, c'est de pouvoir connecter le plus facilement possible les nouveaux immeubles à ces lignes, de manière à, même dans ces nouvelles constructions, avoir un abaissement du nombre de parkings construits, ou ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, c'est d'avoir les parkings qui soient construits sous l'emprise du bâtiment, de manière à garder un maximum de pleine terre, où on puisse avoir des jardins partagés à l'extérieur des résidences. Et vous aviez aussi rencontré, je crois, le maire de Baillargues. C'est pour conclure là-dessus, mais alors ce n'est pas forcément lié à ce qu'on vient d'évoquer, mais pour utiliser vos systèmes de trottinettes pour se rendre à la gare TER qui permet d'aller à Montpellier en 8 minutes quand même. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. En termes on est en partenariat, on va dire, avec la mairie de Baillargues. Qui a mis en place déjà les opérations Bitroti, qui n'étaient pas électriques à l'époque depuis un certain temps. Mais c'est vrai que la politique de la mairie de Baillargues, c'est d'essayer de connecter les nouvelles constructions qui vont être mises en place, notamment le quartier Napoléon, qui va être fait par le groupe GGL, via des moyens de mobilité, trottinettes électriques, vélos électriques pliables, de manière à ce que les gens qui habitent éventuellement sur la commune puissent se connecter directement avec ces moyens de mobilité vers le pôle d'échange multimodal de Baillargues, avec lequel on est en 8 minutes en centre-ville de Montpellier. Et je rappelle que vos trottinettes, mais vous l'expliquerez mieux que moi, on va conclure là-dessus, il y a un côté aussi sociétal, on va dire, puisque le montage des casiers et les câblages sont réalisés par un CAT à Montpellier. Tout à fait. Tout est assemblé à Montpellier chez PDCA 34, qui est une entreprise de réinsertion pour les personnes handicapées ou qui ont besoin d'être réinsérées dans le milieu du travail. Et elles font quoi précisément sur ces trottinettes? C'est elles qui vont assembler tout l'électronique, qui va connecter les casiers, les cartes électroniques, et après ça permet de pouvoir fonctionner sur l'ensemble de la station. Et vous êtes en partenariat avec Airlab Industrie. Airlab Industrie à Nîmes, qui lui produit des trottinettes également. D'accord, parfait. Écoutez, Madame Faye, messieurs, merci pour ce débat, ces échanges. On pourrait continuer très longuement sur cette thématique passionnante, mais le temps passe vite. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité renouvelée chaque mois. Merci à l'équipe de 100% Prod, à LAT en régie. Je remercie aussi l'équipe de Midi Events de Midi Libre qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que l'agence By Midi Media et son équipe Pôle Immobilier. Je profite de l'occasion pour signaler la parution du Bien Ici Midi Libre de mai. Merci aussi, bien sûr, à tous les partenaires du Labimo sans lesquels ce Labimo ne pourrait pas prospérer. Je les cite, Habitech, MEA Promotion, Proméo, FPI Occitanie Méditerranée, Angelotti, le village Baïséa Languedoc, Chambre des notaires de l'Hérault, Lidl, Imo Sélection, GGL, Sogeprom Pragma, Gessimco, Kaufmann et Broad et un petit nouveau, mais qui n'est pas petit du tout d'ailleurs, le groupe CERM SA3M. J'espère en avoir oublié aucun. Pour celles et ceux donc, qui nous ont suivis en direct, je rappelle que donc, les débats peuvent être revisionnés sur le compte Facebook de Midi Libre et sur midilibre.fr. N'hésitez pas à diffuser l'info autour de vous.
Un compte-rendu des débats sera publié dans le Midi Libre de demain, ce 12 mai. Nous restons connectés, c'est le cas de le dire, avec le prochain rendez-vous qui sera le salon professionnel national Dependent Connect. Ce salon accueillera aussi le deuxième round de la convention Smart Home de la Smart Buildings Alliance. Puis le Labimo reviendra fin juin ou début juillet, on vous tiendra au courant. Voilà, et nous en avons fini. À très bientôt. Merci pour votre attention et vive l'immobilier.